Le bruit métallique des menottes résonne encore dans l'air lorsque Raphaël Atlan est escorté vers le fourgon, encadré par les forces de l'ordre, son regard désormais vidé de cette arrogance qui, autrefois, semblait le rendre intouchable. À quelques mètres de là, Clément Baker observe la scène avec une retenue presque solennelle, comme si ce moment ne représentait pas seulement l'arrestation d'un criminel, mais la fermeture d'un chapitre sombre qui avait laissé des traces profondes dans son esprit et dans celui de ses proches. Dans ses yeux, aucune jubilation excessive, seulement une forme de soulagement mêlé à une fatigue accumulée au fil des jours, des semaines, peut-être même des années passées à traquer la vérité, à démêler les fils d'un mensonge devenu trop vaste pour être contenu. Ce moment, il l'avait attendu sans jamais vraiment oser y croire, tant l'affaire semblait s'étirer dans une complexité presque étouffante. Pourtant, maintenant que tout semblait enfin se conclure, une étrange sensation persistait, comme si quelque chose restait encore en suspens, comme si certaines vérités n'avaient pas encore livré tous leurs secrets. Non loin de là, Sabine Baker peine à contenir le tumulte qui l'habite. Ses traits tirés témoignent d'une nuit blanche, d'un esprit incapable de trouver le repos face à l'effondrement brutal de ses certitudes. Elle n'a presque pas dormi, hantée par les révélations qui ont bouleversé son regard sur celui qu'elle croyait connaître. Les articles de presse qu'elle a compulsés sans relâche n'ont fait qu'amplifier ce vertige, chaque ligne venant confirmer l'ampleur du mensonge dans lequel elle avait été enfermée sans même s'en rendre compte. Face à Hugo, elle tente de reprendre le contrôle, de contenir ses émotions derrière une apparente lucidité, mais sa voix trahit cette fragilité qu'elle ne parvient plus à masquer complètement. Elle évoque sa mère, ses choix, les sacrifices invisibles qu'elle commence seulement à comprendre, comme si, au milieu de ce chaos, une forme de reconnaissance venait émerger, tardive mais sincère. Pourtant, malgré cette prise de conscience, elle insiste sur un point avec une fermeté presque instinctive. Certaines vérités doivent rester enfermées, du moins pour l'instant, notamment face à la perspective du dîner familial qui s'annonce, comme un théâtre où chacun devra jouer son rôle sans laisser filtrer les fissures. Dans un tout autre lieu, loin de cette scène officielle où la justice semble triompher, Charles lutte contre une pression qui devient chaque minute un peu plus insupportable. Le silence qu'il impose à son téléphone, refusant obstinément de répondre aux appels de Florent Grasset, n'est pas un signe de contrôle, mais bien l'indice d'un déséquilibre croissant, d'un esprit qui vacille sous le poids d'une vérité trop lourde à porter seul. Lorsqu'il voit finalement l'avocat franchir la porte de son cabinet vétérinaire, sans prévenir, sans détour, il comprend immédiatement que la confrontation ne pourra plus être évitée. L'espace familier dans lequel il évoluait jusque-là devient soudain oppressant, chaque objet semblant témoigner d'une normalité qu'il est en train de perdre peu à peu. Florent, de son côté, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Sa détermination est palpable, presque dérangeante, comme s'il était prêt à tout pour faire émerger ce qu'il considère comme la vérité. Le regard qu'il pose sur Charles n'est pas accusateur au sens direct, mais il porte en lui une suspicion qui ne peut plus être ignorée. Il ne croit pas à la version officielle, il ne se satisfait pas des apparences, et surtout, il est convaincu que son interlocuteur détient des éléments essentiels qu'il refuse de partager. Cette certitude, il ne la formule pas de manière agressive, mais elle s'insinue dans chacune de ses paroles, dans chacune de ses pauses, dans cette manière insistante qu'il a de ramener la conversation vers Elliot, comme un point de rupture inévitable. Charles, de son côté, tente de maintenir une façade, de nier toute implication, de couper court à cet échange qui le met à nu bien plus qu'il ne le voudrait. Pourtant, derrière cette résistance apparente, son regard trahit une agitation intérieure, une peur qui grandit à mesure que Florent insiste, à mesure que les questions deviennent plus précises, plus dérangeantes. Ce n'est pas seulement la peur d'être découvert, mais aussi celle de devoir affronter les conséquences de ses choix, de voir s'effondrer l'équilibre fragile qu'il tente désespérément de préserver. C'est alors que, incapable de supporter davantage cette pression, il choisit de fuir momentanément, de se réfugier auprès de Muriel, comme si elle représentait le dernier rempart face à l'effondrement qui le menace. Lorsqu'il se confie à elle, ce n'est plus le professionnel maîtrisé que l'on connaît, mais un homme au bord de la rupture, dont les mots trahissent une perte de contrôle qu'il ne parvient plus à dissimuler. Il évoque sa peur, son sentiment de devenir fou, cette impression que tout lui échappe, que chaque décision prise dans le passé revient aujourd'hui le hanter avec une intensité décuplée. Mais la réaction de Muriel n'est pas celle qu'il espérait. Là où il cherchait du réconfort, il trouve une fermeté glaciale, une absence totale de compassion qui vient renforcer son désarroi. Elle ne minimise pas la situation, elle ne tente pas de le rassurer, au contraire, elle lui impose une réalité encore plus dure, il n'a pas le droit de craquer. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faiblesse tolérable, car les conséquences dépasseraient largement sa propre personne. Dans ces mots,
il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Elle lui rappelle que toute tentative de se dénoncer ne serait pas seulement une destruction personnelle, mais une catastrophe qui engloutirait également sa propre vie ainsi que celle de Thomas. Cette menace, formulée avec une précision presque clinique, agit comme un verrou supplémentaire, enfermant Charles dans une impasse dont il ne voit plus l'issue. Pendant ce temps, dans un environnement radicalement différent, Eve franchit une nouvelle limite, presque imperceptible au premier regard, mais dont les conséquences pourraient s'avérer dévastatrices. Sous couvert de ses activités en prison, elle met en place un système qui dépasse largement le cadre légal, acceptant de faire passer un téléphone à une détenue, un geste en apparence anodin, mais qui ouvre la porte à une série d'actions bien plus inquiétantes. Dans son box, isolée du reste du monde, elle manipule une imprimante 3D avec une concentration qui contraste avec la gravité de ce qu'elle est en train de faire. Chaque pièce qu'elle assemble, chaque élément qu'elle ajuste, participe à la création d'un objet dont la finalité ne laisse guère de place au doute. Ce n'est plus seulement une entorse aux règles, c'est un engagement actif dans une dynamique dangereuse, une décision qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'elle imagine. Cette dualité, entre l'image qu'elle renvoie et les actes qu'elle accomplit en secret, crée une tension silencieuse, presque invisible, mais qui ne cesse de croître, prête à éclater à tout moment. Elle continue de jouer son rôle, de maintenir une apparence de normalité, notamment face à Manu Léoni, à qui elle annonce tranquillement son retour prochain, comme si rien d'anormal ne se déroulait dans l'ombre. Dans un registre plus intime, Claudine semble, elle aussi, traversée par une forme de remise en question, mais d'une nature différente, plus tournée vers le passé que vers le danger immédiat. Lorsqu'elle échange avec Alix Dardel, elle laisse apparaître une facette plus vulnérable, évoquant Clément Baker non pas comme une figure du présent, mais comme l'homme de sa vie, celui qu'elle n'a peut-être jamais vraiment cessé d'aimer. Ce constat, loin d'être anodin, révèle une nostalgie profonde, un regret qui semble s'être installé au fil du temps, comme une évidence qu'elle n'avait pas su voir plus tôt. Elle se demande, presque à voix basse, si les choses auraient pu être différentes, si une meilleure communication aurait pu changer le cours de leur histoire, si ce lien aurait pu survivre aux épreuves qui les ont séparés. Cette introspection, bien que personnelle, s'inscrit dans un contexte plus large, où les relations se redéfinissent, où les vérités émergent, où chacun semble confronté à ses propres limites, à ses propres erreurs. Rien n'est figé, tout est en mouvement, et chaque décision prise dans l'instant pourrait avoir des répercussions durables. Ainsi, alors que certains pensent assister à la fin d'une affaire avec l'incarcération d'Atlan, la réalité s'avère bien plus complexe. Les tensions ne disparaissent pas, elles se déplacent, se transforment, s'intensifient ailleurs, dans des sphères plus discrètes mais tout aussi dangereuses. Et au cœur de ce réseau invisible, Charles continue de vaciller, pris au piège entre la vérité qu'il porte et les conséquences qu'il redoute, sans savoir encore combien de temps il pourra maintenir cet équilibre fragile avant que tout ne s'effondre. Pendant que l'affaire Raphaël Atlan semble enfin connaître son dénouement officiel, une autre forme de tension, plus insidieuse, commence à se diffuser dans les cercles proches de Clément Baker, comme une onde invisible qui altère peu à peu les relations, les certitudes et les équilibres que chacun croyait encore solides. Dans la maison des Baker, l'atmosphère est trompeusement calme, presque suspendue, comme si chacun s'efforçait de maintenir une normalité qui ne tient plus qu'à un fil. Sabine Baker, encore profondément marquée par les révélations récentes, tente de se reconstruire intérieurement, mais chaque geste du quotidien lui rappelle que rien ne sera plus jamais comme avant. Elle relie mentalement chaque détail, chaque souvenir lié à Atlan, comme si elle cherchait à comprendre à quel moment la réalité lui avait échappé, à quel instant précis elle avait cessé de voir ce qui se jouait réellement sous ses yeux. Dans cette introspection constante, elle se raccroche à une idée qui, paradoxalement, lui apporte à la fois du réconfort et de la douleur. Sa mère n'a pas agi par faiblesse, mais par protection. Cette prise de conscience, bien que tardive, modifie profondément son regard sur elle-même, sur sa famille, et sur les sacrifices invisibles qui ont été faits dans l'ombre pour la préserver. Pourtant, cette compréhension ne suffit pas à apaiser totalement le chaos émotionnel qui l'habite, car elle s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, celui de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir compris plus tôt. À l'approche du dîner familial, cette tension devient encore plus palpable. Sabine insiste, presque avec anxiété, sur la nécessité de garder le silence sur certains éléments, comme si la vérité, pourtant révélée au grand jour, devait encore être contenue dans un cadre strict pour éviter une explosion émotionnelle incontrôlable. Ce repas, qui aurait dû être un moment de retrouvailles apaisées, se transforme alors en une mise en scène délicate, où chacun devra mesurer ses mots, contrôler ses réactions, et surtout éviter de faire basculer l'équilibre fragile qui s'est installé. Dans un autre registre,
Claudine semble avancer avec une détermination discrète mais réelle, comme si elle avait décidé de ne plus fuir le passé, mais de l'affronter avec lucidité. L'appel de Margot agit comme un déclencheur émotionnel inattendu. Lorsque Margot exprime ses regrets, sa honte d'avoir été manipulée, ces mots résonnent bien au-delà de la simple confession, révélant une blessure profonde, celle d'avoir été dupée par quelqu'un qui savait exactement quoi dire pour atteindre ses failles. Claudine, en l'écoutant, ne juge pas, ne condamne pas. Elle comprend. Elle reconnaît dans ce récit les mécanismes d'un manipulateur, cette capacité à s'infiltrer dans les faiblesses des autres pour mieux les contrôler. En qualifiant Atlan de pervers narcissique, elle ne cherche pas seulement à expliquer, mais à libérer Margot d'un poids, à lui rappeler que sa naïveté n'est pas une faute, mais une conséquence de la manipulation subie. Cette conversation, bien que centrée sur Margot, agit aussi comme un miroir pour Claudine elle-même. Elle prend conscience, peut-être plus clairement que jamais, des choix qu'elle a faits, des silences qu'elle a entretenus, des occasions qu'elle a laissé passer. Son regard sur Clément Baker s'en trouve encore plus chargé de sens, comme si chaque mot échangé avec Margot renforçait cette conviction qu'elle n'a jamais vraiment tourné la page. C'est dans cet état d'esprit qu'elle décide de franchir une étape symbolique en se rendant au dîner familial des Baker. Le bouquet de fleurs qu'elle apporte pour Janet n'est pas un simple geste de politesse, mais une tentative de réconciliation, une manière de s'inscrire à nouveau dans un espace dont elle s'était, volontairement ou non, exclue. Chaque détail de son attitude est mesuré, chaque mot pesé, comme si elle avançait sur une ligne fragile, consciente que le moindre faux pas pourrait raviver des tensions encore vives. Pendant ce temps, dans un environnement bien plus sombre, Eve poursuit son glissement vers une zone de plus en plus dangereuse, où les frontières entre légalité et transgression deviennent presque inexistantes. Lorsqu'elle passe les contrôles à l'entrée de la prison, le téléphone dissimulé sur elle devient un symbole silencieux de ce basculement. Ce n'est plus une simple faveur, ce n'est plus un geste isolé, mais une implication directe dans un système qui dépasse largement le cadre de ses responsabilités officielles. Face à Alice Lombard, elle adopte une posture presque professionnelle, comme si tout cela faisait partie d'un processus normal, comme si le danger n'était qu'une abstraction lointaine. Pourtant, dans le fond, elle sait. Elle sait que chaque action l'éloigne un peu plus du cadre qu'elle est censée respecter, que chaque décision la rapproche d'un point de non-retour. L'évocation de Nathalie Jiménez, cette détenue avec laquelle Alice commence à se rapprocher, ajoute une couche supplémentaire à cette complexité. La confiance qui se construit entre elles pourrait devenir un levier, un outil, mais aussi un facteur de risque imprévisible. Eve évolue désormais dans un environnement où chaque lien peut être exploité, où chaque relation peut devenir une arme, et cette réalité ne semble plus l'effrayer autant qu'elle le devrait. Dans son box, l'imprimante 3D continue de fonctionner, pièce après pièce, dans un silence presque irréel. Le processus est méthodique, précis, presque clinique. Pourtant, ce qui est en train de prendre forme n'a rien d'anodin. Il ne s'agit pas d'un simple objet, mais d'un outil potentiellement destructeur, conçu dans l'ombre, à l'abri des regards, comme une menace latente prête à surgir au moment le plus inattendu. Lorsqu'elle échange avec Manu Léoni, la dissonance entre ses paroles et ses actes atteint un niveau particulièrement frappant. Elle lui parle avec une normalité déconcertante, évoquant son retour imminent, comme si rien d'anormal ne se déroulait en parallèle. Cette dualité, cette capacité à compartimenter sa réalité, témoigne d'un changement profond, d'une adaptation qui pourrait, à terme, devenir irréversible. De son côté, Jérémy incarne une forme de gratitude qui tranche avec la noirceur ambiante. En remerciant Baker pour ce qu'il a fait pour lui, il apporte une note plus lumineuse, presque fragile, comme un rappel que, malgré les tensions, malgré les manipulations, certaines actions continuent de porter leurs fruits, certaines décisions continuent de produire des effets positifs. Mais cette lumière reste isolée, presque marginale face à l'ensemble des dynamiques en cours. Car ailleurs, les tensions continuent de s'accumuler, de se densifier, prêtes à éclater à tout moment. Le dîner familial, qui se profile à l'horizon, devient alors bien plus qu'un simple moment de partage. Il s'annonce comme un point de convergence, un espace où toutes ces lignes de tension pourraient se croiser, se confronter, et peut-être, enfin, se révéler au grand jour. Ainsi, tandis que certains tentent de reconstruire, de réparer, d'apaiser, d'autres avancent dans l'ombre, creusant des failles invisibles, préparant des actions dont les conséquences restent encore incertaines. Et au cœur de cet équilibre précaire, chaque personnage semble avancer sans réellement savoir s'il se dirige vers une résolution ou vers une nouvelle chute. Dans le même temps, la pression qui pèse sur Charles atteint un seuil critique, presque insoutenable, comme si toutes les forces invisibles qui l'entourent avaient décidé de se refermer simultanément sur lui. Ce qui n'était encore, quelques heures auparavant, qu'un malaise diffus,
une inquiétude qu'il tentait de contenir derrière une façade fragile, se transforme désormais en une angoisse constante, invasive, qui s'insinue dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses pensées. L'image de Florent Grasset quittant son cabinet ne cesse de revenir le hanter, comme un avertissement qu'il n'a pas su, ou pas voulu, entendre à temps. Dans le regard de l'avocat, il aperçut quelque chose de plus dangereux qu'une simple suspicion, une conviction profonde, presque instinctive, que la vérité ne se trouve pas là où on la cherche officiellement. Cette certitude, Charles la ressent comme une menace directe, car elle signifie que le temps joue désormais contre lui, que chaque minute qui passe rapproche Florent de ce qu'il cherche réellement. Dans cet état de tension extrême, Charles tente de reprendre le contrôle, de rationaliser la situation, de se convaincre qu'il existe encore une issue, une manière de maintenir l'équilibre sans tout faire basculer. Mais chaque tentative se heurte à la même réalité, il est seul face à un enchaînement de décisions qui le dépassent désormais. Il ne s'agit plus seulement de protéger un secret, mais de survivre à ce secret, de continuer à avancer malgré le poids écrasant de ce qu'il sait. C'est dans ce contexte qu'il repense aux paroles de Muriel, à cette menace formulée avec une froideur qui ne laisse place à aucune interprétation. Ce n'était pas une mise en garde, encore moins un conseil, mais une injonction claire, brutale, qui redéfinit totalement les enjeux. Se dénoncer ne serait pas un acte de libération, mais une condamnation collective, une chute qui entraînerait non seulement sa propre vie, mais aussi celle de Muriel et de Thomas. Cette idée s'impose à lui avec une force implacable, transformant chaque pensée en une impasse. Il ne peut ni avancer, ni reculer. Il est coincé dans un entre-deux où chaque option semble mener à une forme de destruction. Cette paralysie intérieure se manifeste physiquement, dans sa respiration qui devient plus courte, dans ses gestes qui perdent en précision, dans cette sensation constante d'être observé, jugé, traqué, même lorsqu'il est seul. Pendant ce temps, ailleurs, Florent Grasset ne relâche pas sa pression. Sa détermination à faire éclater la vérité ne faiblit pas, au contraire, elle se renforce à mesure qu'il accumule des indices, des incohérences, des silences qui, mis bout à bout, dessinent une réalité bien différente de celle présentée officiellement. Pour lui, il ne fait plus de doute que Charles détient des éléments essentiels, et que son refus de coopérer ne peut s'expliquer que par une implication plus profonde qu'il ne veut l'admettre. Ce qui motive Florent dépasse largement le simple cadre professionnel. Derrière cette enquête, il y a une conviction intime, presque viscérale, que sa cliente est innocente, que quelqu'un d'autre porte la responsabilité de ce crime, et que ce quelqu'un est peut-être bien plus proche qu'on ne l'imagine. Cette certitude lui donne une énergie particulière, une capacité à persister là où d'autres auraient déjà abandonné, à poser les bonnes questions même lorsque les réponses semblent inaccessibles. Dans cette dynamique, Charles devient pour lui une clé, un point de bascule potentiel, quelqu'un dont le silence en dit plus long que n'importe quelle déclaration. Et plus ce silence se prolonge, plus il renforce les soupçons, plus il alimente cette intuition que la vérité est là, à portée de main, mais encore dissimulée derrière une peur qu'il lui faudra bien, tôt ou tard, briser. Au même moment, dans l'univers fermé de la prison, Ève poursuit son avancée dans un territoire de plus en plus dangereux, comme si elle avait franchi une ligne invisible dont elle ne mesure pas encore pleinement les conséquences. Le téléphone qu'elle a réussi à introduire circule désormais entre les mains de la détenue, devenant un outil de communication clandestin, un lien direct avec l'extérieur qui échappe totalement au contrôle de l'administration. Mais ce n'est pas cet objet en lui-même qui représente le plus grand danger. C'est ce qu'il permet, ce qu'il ouvre comme possibilité, ce qu'il rend envisageable dans un environnement où chaque information peut devenir une arme. Et justement, une arme est en train de prendre forme, lentement, méthodiquement, dans ce box où Ève travaille à l'abri des regards. Chaque pièce imprimée, chaque ajustement minutieux, participe à la création d'un dispositif dont la finalité ne peut être ignorée. Ce processus, presque hypnotique, révèle une transformation profonde, une capacité à agir avec sang-froid dans une situation qui devrait pourtant susciter peur et hésitation. Mais chez Ève, ces émotions semblent s'être estompées, remplacées par une concentration froide, une détermination qui ne laisse place à aucun doute. Cette évolution, aussi silencieuse soit-elle, marque un tournant. Elle ne se contente plus d'être un intermédiaire, elle devient actrice d'un plan dont elle ne maîtrise peut-être pas tous les aspects, mais dont elle accepte les règles, les risques, les conséquences. Et ce choix, même s'il reste invisible pour ceux qui l'entourent, pourrait bien avoir des répercussions majeures. Dans un registre plus apaisé en apparence, le dîner chez les Baker se prépare, comme une scène où chacun devra jouer un rôle précis, où les émotions devront être contenues, filtrées, adaptées à un cadre qui ne tolère aucun débordement. Claudine, en s'y rendant, sait parfaitement qu'elle s'expose, qu'elle entre dans un espace chargé d'histoires, de non-dits, de blessures encore ouvertes.
Le bouquet qu'elle tient entre ses mains devient alors plus qu'un simple présent. Il incarne une intention, une tentative de réparation, une manière de dire ce qui ne peut être exprimé directement. Lorsqu'elle franchit le seuil, son regard croise celui de Janet, et dans cet échange silencieux, une forme de reconnaissance mutuelle semble émerger, comme si chacune comprenait ce que l'autre avait traversé, sans avoir besoin de mots. Face à Clément Baker, l'émotion est plus difficile à contenir. Les excuses qu'il formule, bien que mesurées, portent en elles une sincérité qui ne peut être ignorée. Pour Claudine, ces mots résonnent profondément, venant valider une attente qu'elle n'avait peut-être jamais complètement abandonnée. Elle ne cherche pas à raviver le passé, mais à alléger le présent, à construire une relation différente, plus apaisée, moins marquée par les erreurs d'autrefois. Cette volonté de rapprochement, bien que fragile, ouvre une nouvelle perspective, une possibilité de transformation dans un environnement où les tensions ont longtemps dominé. Mais cette évolution reste précaire, dépendante de nombreux facteurs, et surtout du contexte général qui continue de peser sur chacun des protagonistes. Car au-delà de ces moments d'accalmie, les lignes de fracture restent bien présentes. La pression sur Charles continue de croître, l'enquête de Florent avance, les actions d'Ève deviennent de plus en plus risquées, et les relations entre les personnages évoluent dans un équilibre instable, où chaque décision peut faire basculer la situation. Ainsi, tandis que certains tentent de réparer, de comprendre, de se rapprocher, d'autres avancent dans l'ombre, préparant des événements dont l'impact pourrait être bien plus important qu'il n'y paraît. Et au centre de cette toile complexe, Charles reste pris au piège, conscient que le temps qui lui reste pour agir, ou pour ne pas agir, se réduit inexorablement. À ce moment-là, les lignes invisibles qui relient tous les protagonistes commencent à se resserrer avec une intensité nouvelle, comme si chaque action, chaque silence, chaque décision prise dans l'ombre s'apprêtait à produire ses premières conséquences concrètes. Rien n'explose encore, rien ne bascule brutalement, mais tout semble prêt à céder sous la pression accumulée. Chez les Baker, le dîner s'installe dans une atmosphère à la fois chaleureuse en apparence et profondément fragile dans son équilibre. Clément Baker tente de maintenir une normalité rassurante, multipliant les gestes mesurés, les paroles prudentes, comme s'il cherchait à protéger cet instant de toute intrusion extérieure. Pourtant, derrière cette volonté de stabilité, une tension sourde circule entre les convives, perceptible dans les regards échangés, dans les silences un peu trop longs, dans ces détails imperceptibles qui trahissent un malaise partagé. Sabine Baker, assise à table, s'efforce de jouer son rôle, mais son esprit semble ailleurs, absorbé par les événements récents qui continuent de résonner en elle. Chaque mot prononcé autour d'elle lui parvient comme à travers un filtre, atténué, déformé, incapable de capter pleinement son attention. Elle observe, elle écoute, mais elle ne participe que partiellement, comme si une partie d'elle restait figée dans cette nuit sans sommeil où tout a basculé. Face à elle, Claudine incarne une présence à la fois familière et dérangeante, une figure du passé qui revient s'inscrire dans le présent avec une intensité inattendue. Son attitude est irréprochable, ses gestes mesurés, son sourire parfaitement maîtrisé, mais derrière cette apparente sérénité, une émotion plus complexe affleure, difficile à contenir complètement. Lorsqu'elle s'adresse à Janet, le ton est doux, presque apaisant, comme une tentative sincère de rétablir un lien qui avait été mis à mal par le temps et les circonstances. Le bouquet qu'elle a apporté trouve enfin sa place sur la table, symbole discret mais significatif de cette volonté de rapprochement. Janet, de son côté, accueille ce geste avec une bienveillance mesurée, consciente de la portée de ce moment, mais aussi des fragilités qu'il implique. La conversation glisse naturellement vers des sujets plus légers, comme si chacun cherchait à détourner l'attention des tensions sous-jacentes. Pourtant, à plusieurs reprises, des regards se croisent, des silences s'installent, révélant que tout n'est pas dit, que certaines vérités continuent de peser lourdement sur l'ensemble du groupe. C'est dans ce contexte que Clément Baker prend la parole pour présenter ses excuses à Claudine, un moment qui, bien que sobre, revêt une importance particulière. Ces mots sont choisis avec soin, sans excès, mais porteurs d'une sincérité qui ne peut être ignorée. Il ne cherche pas à se justifier, ni à minimiser le passé, mais simplement à reconnaître ce qui a été, à admettre ses erreurs, et à ouvrir une porte vers une relation différente. Pour Claudine, cet instant agit comme une forme de libération, même si elle ne le montre pas ouvertement. Elle accueille ses excuses avec dignité, sans triomphalisme, mais avec une émotion contenue qui se lit dans la manière dont elle répond, dans cette phrase simple mais lourde de sens, où elle exprime l'espoir que leur relation puisse désormais évoluer vers quelque chose de plus doux, de plus apaisé. Mais tandis que ce moment semble marquer une avancée, une possible réconciliation, ailleurs, les tensions continuent de croître de manière bien plus inquiétante.
Dans son cabinet, Charles n'arrive plus à trouver de refuge. L'espace qui lui était familier devient un lieu d'oppression, chaque objet lui rappelant une normalité qu'il est en train de perdre. Il tente de travailler, de se concentrer, mais son esprit refuse de coopérer, envahi par des pensées qui tournent en boucle, par des scénarios qui se répètent, toujours plus sombres, toujours plus inévitables. La voix de Muriel continue de résonner dans sa tête, comme un écho incessant qui ne lui laisse aucun répit. Ce qu'elle lui a dit ne relève pas de la simple intimidation, mais d'une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Il est lié à elle, lié à Thomas, lié à un enchaînement de décisions qui l'empêchent désormais de revenir en arrière. À chaque instant, il sent la menace se rapprocher, non pas sous la forme d'un danger immédiat, mais comme une pression constante, une certitude que quelque chose finira par céder. Il sait que Florent Grasset ne lâchera pas, qu'il continuera à creuser, à chercher, à poser les bonnes questions, jusqu'à ce que la vérité émerge. Cette perspective le terrifie autant qu'elle le soulage. Car au fond de lui, une part de lui aspire à ce que tout s'arrête, à ce que le poids qu'il porte disparaisse, même si cela implique une chute. Mais cette idée reste immédiatement écrasée par la peur des conséquences, par l'image de ce qui pourrait arriver à Muriel, à Thomas, à lui-même. Pendant ce temps, dans la prison, Ève franchit une étape supplémentaire, presque imperceptible, mais décisive. Le téléphone circule désormais sans difficulté, les contacts s'établissent, les informations circulent. Ce qui était au départ une simple action isolée s'inscrit désormais dans un système plus vaste, plus structuré, où chaque élément joue un rôle précis. Dans son box, l'objet qu'elle fabrique prend forme de manière de plus en plus évidente. Les pièces s'assemblent, les contours se précisent, et avec eux, la conscience du danger devient impossible à ignorer. Pourtant, loin de s'arrêter, elle continue, avec une détermination presque froide, comme si elle avait accepté les règles de ce jeu dangereux sans chercher à les remettre en question. Ce qui frappe, dans cette évolution, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, mais la manière dont elle s'y engage. Il n'y a plus d'hésitation, plus de doute apparent, seulement une progression méthodique vers un objectif dont elle mesure sans doute la gravité, mais qu'elle ne semble plus chercher à éviter. De retour chez les Baker, la soirée touche à sa fin, laissant derrière elle une impression étrange, celle d'un moment suspendu, à la fois réussi et fragile. Les sourires échangés, les paroles prononcées, les gestes de réconciliation, tout cela semble réel, mais aussi précaire, comme si un simple événement pouvait suffire à tout remettre en question. Sabine Baker, en quittant la table, ressent cette ambivalence avec une acuité particulière. Elle perçoit les efforts de chacun, elle reconnaît les avancées, mais elle sent aussi que quelque chose reste inachevé, que certaines vérités n'ont pas encore été dites, que certaines tensions continuent de couver sous la surface. Et dans un coin de son esprit, une inquiétude persiste, diffuse mais tenace. Et si tout cela n'était qu'un répit temporaire? Et si ce qui semblait être une résolution n'était en réalité que le début d'une nouvelle série d'épreuves? Ainsi, tandis que la nuit s'installe doucement, enveloppant les personnages dans une apparente tranquillité, les forces en jeu continuent de se déplacer, de s'intensifier, de préparer des événements dont l'impact pourrait être bien plus profond qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, une fatigue sourde commence à envahir tous les protagonistes, non pas une fatigue physique ordinaire, mais celle qui naît d'une tension prolongée, d'un enchaînement d'événements qui ne laisse aucun répit, aucun espace pour respirer réellement. Cette lassitude diffuse agit comme un révélateur, mettant à nu les fragilités de chacun, les doutes enfouis, les peurs que l'on croyait maîtriser. Chez Charles, cette fatigue prend la forme d'un effondrement intérieur progressif, presque imperceptible au début, mais désormais impossible à ignorer. Il ne s'agit plus seulement d'une pression extérieure, mais d'un combat interne, d'une lutte constante entre ce qu'il sait devoir faire et ce qu'il est capable d'assumer. Chaque pensée devient une contradiction, chaque décision potentielle une impasse. Il tente de se convaincre qu'il peut encore tenir, qu'il peut continuer à jouer ce rôle, à maintenir cette illusion de normalité, mais son esprit lui échappe peu à peu. Les images se mélangent, les souvenirs se confondent, et au milieu de ce chaos, une seule certitude émerge, il ne pourra pas supporter indéfiniment ce poids. La présence de Muriel dans ses pensées agit comme une force à la fois stabilisatrice et oppressante. Ce qu'elle lui a dit s'impose à lui avec une clarté implacable, comme une règle qu'il ne peut transgresser sans déclencher une catastrophe. Elle n'a pas seulement posé une limite, elle a redéfini son champ d'action, réduit ses possibilités à presque rien. Dans cet enfermement psychologique, Charles commence à envisager des issues qu'il n'aurait jamais considérées auparavant. Non pas des solutions, mais des échappatoires, des moyens de retarder l'inévitable, de gagner du temps, de repousser ce moment où tout devra être affronté. Mais chacune de ces idées s'effondre dès qu'il tente de la concrétiser,
comme si la réalité se chargeait systématiquement de lui rappeler qu'il n'a plus réellement de contrôle. Dans un autre espace, plus silencieux mais tout aussi chargé de tension, Florent Grasset poursuit son travail avec une rigueur presque obsessionnelle. Il ne se contente plus de chercher des réponses, il analyse, il recoupe, il reconstruit patiemment une version des faits qui lui semble de plus en plus cohérente. Chaque élément qu'il rassemble renforce son intuition initiale, cette conviction que la vérité est dissimulée derrière un silence volontaire. Pour lui, Charles n'est plus simplement un témoin réticent, mais un acteur clé, quelqu'un qui détient une pièce essentielle du puzzle. Et cette certitude le pousse à aller plus loin, à envisager des approches différentes, à sortir des cadres habituels pour provoquer une réaction, pour briser ce mur de résistance qu'il sent de plus en plus fragile. Dans cette dynamique, Florent ne cherche pas seulement à prouver quelque chose, il cherche à comprendre, à donner du sens à une situation qui lui échappe encore en partie. Mais plus il avance, plus il prend conscience que ce qu'il est en train de découvrir pourrait avoir des implications bien plus vastes qu'il ne l'imaginait au départ. Pendant ce temps, dans l'univers clos de la prison, Eve atteint un point de non-retour, même si elle ne le formule pas explicitement. Le téléphone circule désormais comme un outil parfaitement intégré dans le quotidien clandestin des détenus, et les échanges qu'il permet deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus structurés. Mais c'est surtout l'objet qu'elle fabrique qui cristallise le danger. Désormais presque achevé, il ne laisse plus de place au doute quant à sa fonction. Chaque pièce ajoutée, chaque ajustement effectué, rapproche un peu plus d'une utilisation concrète, d'un passage à l'acte dont les conséquences pourraient être irréversibles. Ce qui est frappant, c'est l'absence apparente de conflit intérieur chez Eve. Là où l'on pourrait attendre de l'hésitation, de la peur, voire un début de remise en question, il n'y a qu'une continuité, une logique implacable qui la pousse à aller jusqu'au bout. Comme si, une fois la première limite franchie, toutes les autres avaient perdu leur sens. Lorsqu'elle croise Manu Léoni, la distance entre leurs deux réalités devient presque vertigineuse. Lui, ancré dans une mission officielle, dans une logique de protection et d'ordre, elle, engagée dans une dynamique parallèle, invisible, mais potentiellement destructrice. Et pourtant, rien dans leur échange ne laisse transparaître cette divergence, comme si deux mondes coexistaient sans jamais réellement se rencontrer. De retour à l'extérieur, Claudine semble porter en elle une forme d'apaisement fragile, conséquence directe du dîner chez les Baker. Les mots échangés avec Clément Baker continuent de résonner en elle, comme une ouverture, une possibilité de redéfinir leur relation sur des bases nouvelles. Mais cet apaisement n'est pas complet. Il s'accompagne d'une lucidité accrue, d'une conscience plus nette des erreurs passées, des occasions manquées, des silences qui ont contribué à les éloigner. Elle ne cherche plus à réécrire l'histoire, mais à en accepter les contours, à en tirer une forme de compréhension qui lui permette d'avancer sans rester prisonnière du regret. Dans cette démarche, elle se montre plus attentive, plus présente, comme si elle voulait désormais être actrice de ce qui se construit, plutôt que spectatrice de ce qui se défait. Cette évolution, bien que discrète, marque un tournant, une volonté de ne plus laisser les événements dicter entièrement sa trajectoire. Parallèlement, Margot continue de digérer ce qu'elle a vécu, oscillant entre honte et soulagement. Le fait d'avoir été manipulée la fragilise, mais aussi, paradoxalement, la renforce, en lui offrant une compréhension nouvelle de ses propres failles, de ses attentes, de ses vulnérabilités. Elle prend conscience que ce qu'elle a vécu n'est pas une simple erreur de jugement, mais le résultat d'un mécanisme bien plus complexe, d'une manipulation construite avec précision. Cette lucidité, bien que douloureuse, lui permet de se repositionner, de se reconstruire progressivement, avec une prudence accrue, mais aussi une forme de détermination nouvelle. Ainsi, tandis que chacun évolue dans sa propre trajectoire, les dynamiques globales continuent de se structurer, de s'intensifier, de préparer des événements dont les contours restent encore flous, mais dont l'impact se fait déjà sentir. Et au centre de cette toile complexe, une question persiste, silencieuse mais incontournable. Combien de temps cet équilibre fragile pourra-t-il encore tenir avant que tout ne bascule définitivement ? À mesure que la nuit s'installe sur Montpellier, un calme apparent enveloppe les lieux, mais il ne s'agit que d'une illusion fragile, presque trompeuse, car sous cette surface silencieuse, les tensions accumulées continuent de vibrer avec une intensité inquiétante, comme une onde prête à se transformer en déflagration à tout instant. Chez Charles, ce calme n'existe plus depuis longtemps. Assis seul, incapable de trouver le moindre apaisement, il ressent pour la première fois avec une telle netteté la réalité de son enfermement. Il n'est plus simplement pris dans une situation difficile, il est devenu prisonnier d'un système dont il ne maîtrise plus les règles. Chaque tentative de réflexion le ramène au même point, au même mur invisible contre lequel viennent se briser toutes ses options. Dans ce silence pesant,
Une idée commence à s'imposer, d'abord timidement, puis avec une force croissante, il ne pourra pas tenir indéfiniment. Ce qu'il porte en lui, ce secret, cette vérité qu'il refuse de formuler, devient trop lourd, trop envahissant, trop destructeur. Et pourtant, dès qu'il envisage l'idée de parler, de se libérer, les mots de Muriel reviennent, implacables, comme une condamnation immédiate. Ce n'est plus une question de choix moral, mais une question de survie. Et dans cet espace réduit, où chaque option semble mener à une forme de perte, Charles comprend qu'il est en train de s'approcher d'un point de rupture. Pas encore visible, pas encore concret, mais inévitable. Pendant ce temps, Florent Grasset poursuit son avancée avec une détermination intacte. Plus il analyse la situation, plus son intuition se transforme en certitude. Quelque chose cloche, quelque chose ne correspond pas, et ce décalage ne peut être expliqué que par une dissimulation volontaire. Il revoit chaque échange avec Charles, chaque hésitation, chaque silence, et il comprend que ces éléments, pris isolément, pouvaient sembler insignifiants, mais que leur accumulation dessine désormais un schéma clair. Pour lui, la question n'est plus de savoir si Charles cache quelque chose, mais pourquoi il le fait, et surtout jusqu'où il est prêt à aller pour protéger ce secret. Dans cette dynamique, Florent se prépare à franchir une nouvelle étape. Il sait que la confrontation directe ne suffira plus, qu'il lui faudra trouver un angle différent, une manière de contourner la résistance, de provoquer un déséquilibre qui pourrait faire tomber les défenses. Cette stratégie, encore en construction, témoigne d'une évolution dans sa manière d'aborder l'affaire, d'une volonté de ne plus subir les silences, mais de les briser. Dans l'ombre, Ève atteint un niveau d'implication qui rend tout retour en arrière quasiment impossible. L'objet qu'elle a fabriqué est désormais complet, tangible, prêt à être utilisé. Ce qui n'était qu'un projet devient une réalité, une menace concrète, dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre de la prison. Le téléphone continue de circuler, les contacts se multiplient, et avec eux, les possibilités d'action s'élargissent. Ève, au centre de ce dispositif, devient un élément clé d'un système clandestin dont elle ne contrôle peut-être pas toutes les ramifications. Mais cela ne semble plus l'arrêter. Elle avance, avec cette même détermination froide, comme si chaque étape franchie renforçait sa conviction que ce chemin est désormais le seul possible. Cette évolution, aussi discrète soit-elle, constitue sans doute l'un des développements les plus dangereux de cette situation. Car contrairement aux tensions visibles, aux conflits ouverts, ce qui se prépare ici se construit dans le silence, dans l'ombre, loin des regards, et donc loin de toute possibilité d'intervention immédiate. Du côté des Baker, la soirée laisse derrière elle une impression contrastée, un mélange d'apaisement et d'incertitude. Clément Baker, en repensant aux échanges avec Claudine, ressent une forme de soulagement, comme si un poids ancien avait été partiellement levé. Les excuses qu'il a formulées, bien que tardives, ont ouvert une brèche, une possibilité de reconstruire quelque chose de plus serein. Mais cette ouverture reste fragile, conditionnée par un contexte global qui demeure instable. Car autour d'eux, les tensions ne disparaissent pas, elles se déplacent, se recomposent, prêtes à ressurgir sous d'autres formes. Sabine Baker, de son côté, reste marquée par une inquiétude persistante. Malgré les efforts de chacun pour maintenir une atmosphère apaisée, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond, que certaines vérités n'ont pas encore été révélées, que certaines conséquences n'ont pas encore été pleinement assumées. Cette intuition, difficile à formuler, agit comme un signal faible, mais constant, qui l'empêche de se détendre complètement. Elle perçoit les fissures, elle ressent les tensions, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées, et cette sensibilité la place dans une position particulière, à la fois lucide et vulnérable. Ainsi, à la fin de cette journée, rien n'est véritablement terminé. L'arrestation d'Atlan a marqué une étape importante, mais elle n'a pas résolu les dynamiques profondes qui traversent les personnages. Au contraire, elle a déplacé les enjeux, ouvert de nouvelles perspectives, révélé de nouvelles fragilités. Charles est au bord de la rupture, Florent s'approche de la vérité, Ève franchit des limites de plus en plus dangereuses, et les relations autour des Baker oscillent entre réconciliation et tension latente. Tout semble en place pour un basculement. La question n'est plus de savoir si quelque chose va se produire, mais quand, et surtout à quel prix.